Nous voguons tous sur la rivière du temps. Mais cette rivière a-t-elle une source? Comment est né le temps? Certains pensent que le temps s'écoule de façon régulière et éternelle. D'autres disent qu'il ne s'écoule pas du tout. Il se formerait à chaque fraction de seconde. Les plus grands physiciens ne parviennent pas à se mettre d'accord. Mais de nouvelles expériences vont peut-être nous fournir la clé du plus grand mystère de l'histoire de l'univers. Celui du commencement du temps. L'espace, le temps, l'essence de la vie. Les secrets du cosmos se trouvent au sein des trous de verre. Quand êtes-vous né? Une question qui semble relativement simple. Vous allez me répondre tel jour de tel mois de telle année. Mais nous ne comptons pas tous le temps de la même manière. En Arabie Saoudite, nous sommes au 15e siècle. En Israël, au 58e. Et nous vivons dans 24 fuseaux horaires différents. Nous mesurons tous le temps à partir d'un point de départ. Un point que nous avons choisi. Mais si nous voulons vraiment savoir l'heure qu'il est, nous devons découvrir quand l'horloge cosmique s'est mise à tourner. Le temps a-t-il commencé à la création de l'univers ou d'une toute autre manière? Lors d'une course de vélo, j'ai voulu impressionner mes amis par ma redoutable rapidité. J'ai donc donné tout ce que j'avais. La course était serrée, à tel point que j'ai cru que nous étions à égalité. Un enfant a déclaré que mon adversaire avait été plus rapide, mais un autre a affirmé que c'était moi. Quelle perception du temps était la bonne? D'une certaine façon, nous avions tous raison. Le temps est la mesure du changement. Mais comment savons-nous que les choses changent? Nous nous fions à ce que nous disent nos sens. Nous croyons surtout en ce que nous voyons. Nous nous fions à la lumière. Dans le vide de l'espace, la lumière se déplace à une vitesse constante d'environ 300 000 km/s. Ceci est accepté comme une vérité absolue de l'univers. Et d'après la cosmologiste Jana Levin, c'est ce qui fait que la lumière a une relation unique avec le temps. C'est vraiment remarquable. La vitesse de la lumière est une constante absolue. Elle n'est jamais ni plus haute ni plus basse. Pour comprendre la relativité du temps, on doit d'abord comprendre la lumière. Et dès qu'on se met à réfléchir à la nature de la lumière, toutes nos croyances s'en trouvent bouleversées. Si la vitesse de la lumière est constante, alors le temps et l'espace doivent changer et se déformer en fonction de notre point de vue. Einstein a eu une réflexion très juste quand il s'est mis à penser à quelque chose d'aussi simple que la lumière. Il s'est rendu compte que si la lumière était la même pour tous les êtres de l'univers, quelle que soit leur vitesse de déplacement ou l'endroit où ils se trouvent, alors l'espace et le temps devaient être différents pour chaque observateur. Le temps est donc une notion très personnelle qui dépend de l'endroit où l'on se trouve et de la vitesse à laquelle on se déplace. La façon dont nous percevons notre mouvement dans le temps peut ne pas être la même que celle de ceux qui nous observent. Imaginons, par exemple, que Jana est une jumelle qui se déplace en métro et en taxi dans New York. Si la jumelle de Jana monte dans un taxi et que celui-ci se déplace extrêmement vite, le temps s'écoulera différemment pour les deux femmes. Si elle passe devant moi à toute allure en taxi, je vais avoir l'impression que son temps s'écoule plus lentement. Mais depuis son point de vue, c'est-à-dire sa vision de moi dans la rue, allant dans la direction opposée, son temps est tout à fait normal. C'est le mien qui passe au ralenti. Pour comprendre pourquoi, imaginons que Jana tienne un rayon laser à double sortie, dont les impulsions lumineuses se réfléchissent sur le trottoir sous ses pieds et le balcon au-dessus de sa tête. Les impulsions forment une horloge lumineuse. Chaque réflexion du rayon laser représente un signal de l'horloge. Jana voit la lumière monter et descendre, mais sa jumelle en taxi voit quelque chose de sensiblement différent. Depuis le point de vue du taxi, la lumière semble suivre une longue diagonale. On dirait que mon horloge met trop de temps à avancer et que donc, mon temps s'écoule plus lentement. Si la jumelle de Jana allume un laser dans son taxi, elle verra le rayon se réfléchir sur le ciel du toit et le sol de la voiture. Mais la Jana de la rue verra le rayon se déplacer en diagonale. Le rayon mettant plus de temps à se déplacer, son horloge semble plus lente.
Depuis la rue, si je regarde à l'intérieur du taxi, je vois la lumière suivre une longue diagonale. Et je pense alors que son temps s'écoule trop lentement. De mon point de vue, il évolue au ralenti. L'effet s'accentue avec la vitesse. Si le taxi approche de la vitesse de la lumière, la vitesse limite de l'univers, le temps à l'extérieur du taxi semblera comme suspendu. Si le taxi passait à côté de moi à la vitesse de la lumière, il aurait l'impression que je suis immobile, que mon temps est suspendu, mon horloge arrêtée. Quelle observatrice voit juste? La Jana qui se tient immobile ou la Jana en mouvement? Ma jumelle et moi sommes fondamentalement en désaccord sur le passage du temps. Et nous avons toutes les deux raison, le temps est relatif. La relativité signifie qu'il ne peut y avoir un seul et unique temps universel. Cependant, il y a eu un moment où toutes les perceptions du temps ont dû être les mêmes. Un moment où tout a existé en un seul et même lieu. Le Big Bang. L'une des choses les plus difficiles à saisir à propos du Big Bang et de la création de l'univers, c'est l'idée que le temps ait lui-même commencé lors de cet événement. Que l'espace ait été créé lors du Big Bang et que le temps ait commencé à s'écouler à ce moment-là. Avant notre Big Bang, il n'y aurait donc eu ni espace ni temps. Jana pense que c'est lors du Big Bang que tous les différents temps de l'univers ont commencé. Et que depuis, le temps s'écoule différemment, dans différents endroits, en fonction de la vitesse de déplacement de ces endroits. Mais pourrions-nous créer des endroits dans notre univers où le temps pourrait s'arrêter, puis reprendre à nouveau? Si nous pouvions cacher un événement à la lumière, pourrions-nous également le cacher au temps? Ces questions, le professeur Alex Gaeta se les est posées. Cet ancien joueur de tennis de haut niveau, physicien à l'université Cornell, est spécialisé dans l'optique ultra-rapide. Cette technologie est généralement utilisée pour la transmission de données à haute vitesse. Mais après avoir lu un article écrit par des théoriciens de l'Imperial College, Alex s'est rendu compte qu'elle pouvait également créer une faille temporelle. La lumière est une perturbation électromagnétique. Dès que les choses se mettent à changer, c'est l'indication que le temps passe. Tous les changements qui se produisent sont à l'origine de perturbations électromagnétiques que nous pouvons détecter et mesurer, comme le passage du temps. Nous avons trouvé un moyen d'éteindre la lumière et de la rallumer, sans que l'être humain ne perçoive qu'elle ait été éteinte. Que se passerait-il si on pouvait éteindre la lumière qui éclaire le temps assez longtemps pour dissimuler un événement? Imaginons par exemple qu'Alex soit en train de disputer un match de tennis avec son fils Max. Arrive la balle de match et Alex veut gagner. Si Alex pouvait créer une faille temporelle, personne ne le verrait faire ceci. Pour les spectateurs, dont son fils, Alex a remporté le set décisif sans aucune interruption. Pour l'instant, c'est impossible. Mais il y a un début à tout. Voici l'élément clé de l'expérience d'Alex, une lentille temporelle. Elle fait converger les signaux lumineux dans le temps, tout comme une lentille en verre fait converger la lumière dans l'espace. Dans le vide, la vitesse de la lumière est constante. Mais cette vitesse change lorsque la lumière passe à travers un matériau ou lorsqu'elle se heurte à un autre faisceau lumineux. La lentille temporelle d'Alex combine les deux procédés. Alex projette un faisceau lumineux depuis un laser, ce qui le ralentit imperceptiblement. Le faisceau passe ensuite à travers une fibre de verre où il se divise en deux parties, chacune ayant sa propre longueur d'onde. La plus petite longueur d'onde passe devant la plus grande, laissant un espace de totale obscurité. Tout ce qui se trouve dans cet espace est impossible à observer, puisqu'il n'y a pas de lumière. La lumière passe ensuite à travers une autre lentille temporelle qui réunifie le faisceau sans changement visible. Grâce à ce système, Alex a pu créer des failles de près d'1 milliardième de seconde. Cela ne semble pas beaucoup, mais dans le monde du transfert d'informations à haute vitesse, c'est significatif. Vous avez un flux de données. Vous ne voulez pas l'interrompre. Mais vous voulez y placer une information puis la retirer. En créant une brèche temporelle sans perturber le courant lumineux, vous pouvez insérer une petite donnée, la transmettre et par la suite la retirer et réunifier le flux de données. Et cette information serait ignorée du passage du temps. Aujourd'hui, créer une faille de lumière d'une seconde nécessiterait un système de 300 000 km de long. Alex devra donc remporter son match de tennis en se battant.
Mais la technologie évolue rapidement. En principe, il y a eu des démonstrations où la lumière a pu être ralentie d'un facteur de 10 puissance 7, 10 puissance 8. Dans un futur proche, cela pourrait être plus encore. On pourrait carrément stopper la lumière, la stocker pendant une période relativement longue, des secondes, et ensuite la relâcher afin qu'elle se déplace à nouveau à la vitesse de la lumière. Les travaux d'Alex et de Jana explorent la connexion profonde entre les spectateurs, la lumière et le passage du temps. Tout ceci soulève une question. Le temps existerait-il si personne n'était là pour le voir? Un chercheur affirme que non. Le temps aurait commencé beaucoup plus tard qu'on ne le pense. Combien de fois vous êtes-vous réveillé dans une chambre sombre sans avoir aucune idée de l'heure qu'il était? Aviez-vous dormi plusieurs minutes ou plusieurs heures? Lorsque nous dormons, nous n'avons aucune notion du temps qui passe. Peut-être le cosmos ressent-il le temps de la même manière. Le Big Bang est le moment où notre univers est né. Mais s'il ne s'était pas réveillé tout de suite, pourrait-il y avoir eu un temps où l'univers n'avait pas de temps? Le professeur Larry Schumann est un peu dépaysé ici à Dresde, en Allemagne. Il passe la majorité du temps à l'université Clarkson, à New York, souvent recouverte d'une épaisse couche de glace. Pas très différent de l'état de l'univers primordial, quand, d'après Larry, le temps n'existait pas. Larry étudie le comportement de systèmes composés d'un grand nombre de particules, comme l'eau de cette fontaine ou l'univers. La physique statistique nous éclaire également sur la relation entre la lumière et le temps. La lumière transporte des informations sur les événements. Nous nous en servons pour déterminer ce qui est en train de se passer. Mais parce que la lumière a une vitesse limite, tout ce que nous voyons s'est en réalité produit dans le passé. Le temps que la lumière met à nous parvenir depuis le Soleil est d'environ 8 minutes, parce que le Soleil se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre, et que la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. Donc, si le Soleil devait exploser, on ne se rendrait compte que 8 minutes plus tard. La lumière des points les plus reculés de l'univers se déplace vers nous depuis 13,8 milliards d'années, lorsque l'univers est né du Big Bang. L'univers primordial n'était qu'un champ de particules chargées, un nuage dense et chaud de plasma. Les photons, les particules de la lumière, ne pouvaient pas se déplacer très loin dans un tel environnement. Mais 380 000 ans après la naissance de l'univers, s'est opéré un changement soudain appelé recombinaison. C'est là que les atomes ont commencé à se former. Avant la recombinaison, si un électron et un proton se rapprochaient et se liaient temporairement, ils étaient heurtés par un photon et séparés. La recombinaison est un procédé par lequel les électrons et les protons, auparavant libres et séparés les uns des autres dans le plasma, peuvent enfin se combiner. C'est un peu comme jouer au hockey, si on imagine que le palais est un photon. Je me trouve au bord de l'Elbe, qui parfois gèle en hiver. Imaginons que ce soit le cas en ce moment, et que je pousse un palais de hockey. Je pourrais l'envoyer facilement jusqu'à la berge. Mais juste après le Big Bang, l'univers était rempli d'obstacles. Maintenant, imaginons que je sois entouré de gardiens de but qui empêchent mon palais de sortir du cercle. Ils se tiennent tous autour de moi et à chaque fois que je lance le palais, l'un d'entre eux le bloque. Mon palais ne peut donc pas passer au-delà. Ceci, d'après Larry, représente l'univers primordial. Les photons ne pouvaient pas passer au-delà des électrons et des protons, et la lumière ne pouvait donc pas se déplacer. Mais ces gardiens de but sont un peu particuliers. En effet, ils sont disposés en alternance filles, garçons, mais au début ils ne le savent pas, à cause de leur masque. Au bout d'un moment, l'une d'entre elles enlève son masque, et le type à côté fait « Ah !» Désormais, le palais peut se frayer un chemin, et dès que les photons ont pu s'échapper facilement, tout a été bouleversé. Dans l'univers primordial, les photons ne pouvaient pas se déplacer librement et il n'y avait donc aucun moyen de mesurer le changement. D'après Larry, cela prouve que le temps n'existait pas. Ce n'est qu'après la recombinaison, quand l'univers s'est refroidi et que les atomes se sont formés, que la lumière a commencé à se déplacer en toute liberté. Ce serait à ce moment-là que l'horloge de l'univers se serait mise à tourner. Au tout début, le temps n'existait pas. Mais un jour est né ce qu'on appelle le temps, qui permettait de garder une trace de la manière dont les choses avaient changé. Cela pourrait expliquer la naissance du temps dans notre univers. Mais si notre univers disparaît,
le temps mourra-t-il avec lui? Le physicien Sean Carroll de l'Institut de technologie de Californie a passé la majorité de sa carrière à contempler le temps. Bien que l'origine du temps soit un mystère, Sean est certain d'une chose. Dans notre univers, le temps a une direction, une flèche qui transperce tout. Le temps est la mesure du changement de notre univers. Si rien ne changeait, on n'aurait aucun moyen de savoir que le temps passe. Tout serait toujours identique à chaque instant. Il n'y aurait pas d'horloge. Le temps lui-même n'aurait aucune signification. Tant que quelque chose change, même la plus petite chose, le temps continue de s'écouler. Et notre univers est en changement constant. À la naissance de l'univers, une énorme quantité d'énergie a été comprimée en un seul point. Et c'est alors qu'a eu lieu le Big Bang. Depuis, cette énergie se disperse un peu plus à chaque seconde. La mesure de cette dispersion de l'énergie se nomme l'entropie. Selon Sean, l'avancée du temps, la flèche du temps, est le mouvement constant depuis une entropie basse vers une entropie grandissante. Mais qu'est-ce qui a mis la flèche du temps en mouvement? Le problème que nous devons résoudre, c'est que l'entropie a tendance à augmenter, mais que lors du Big Bang, l'entropie était vraiment très basse. Alors qu'est-ce qui est à l'origine de cette transformation? En physique, tout ce que nous savons, c'est que les choses augmentent avec l'entropie. Mais si on remonte à l'époque du Big Bang, il n'y avait d'aucune entropie plus basse qui pourrait en être l'origine. Selon Sean, la réponse pourrait être que notre univers est l'enfant d'un autre univers. Mais à quoi ressemblait cet univers? Peut-être à ça. Imaginez un univers en équilibre, dans un état d'entropie élevé. Il est complètement vide et se tient là, calmement, comme l'eau dans ce récipient. On ne perçoit aucun mouvement. Maintenant, imaginons que soudain, dans cet univers où l'énergie est dissipée, une zone d'énergie dense se forme, un peu à la manière de ce sac de comprimés effervescents. Les comprimés effervescents sont d'abord petits, denses et avec une entropie basse, tout comme notre univers juste avant le Big Bang. Mais ensuite, l'univers s'est étendu et refroidi, des galaxies se sont formées et la flèche du temps a commencé à aller du passé vers le futur. De la même façon, les comprimés effervescents pétillent et augmentent leur entropie en se mélangeant avec l'eau, pour finalement, tout comme notre univers, revenir à un équilibre où la flèche du temps s'arrête. Les comprimés effervescents atteignent l'équilibre en se mélangeant avec l'eau et on revient alors à un état qui ne change plus, un état sans aucune flèche du temps. Mais comment un univers mort, sans vie ni étoile, ni matière solide, aurait pu donner naissance à un autre univers? D'après la physique quantique, même le vide connaît d'infimes fluctuations d'énergie. Cela signifie que de temps en temps, quelque chose peut se former à partir de rien. Pensez au noyau atomique d'un élément radioactif. Il est simplement posé là. Si vous le regardez, vous voyez qu'il ne change pas. Mais il existe une possibilité qu'à tout instant, il se décompose et produise une nouvelle particule. Ce que nous disons, c'est que l'espace-temps lui-même peut être radioactif, tout comme ce noyau. Sauf qu'au lieu de produire une nouvelle particule, il peut produire un tout nouvel univers. De nouveaux univers sont peut-être constamment en train de se former. Une quelconque fluctuation quantique dans un vieil univers, si vieux que le temps n'y existait plus, a peut-être donné naissance à notre univers. On part d'un univers sans flèche du temps, qui met au monde un nouvel univers avec une flèche. Et cette flèche ne dure qu'un instant, tant que l'univers s'étend et se refroidit. Mais une fois que l'équilibre est atteint, la flèche s'arrête. Ce processus peut se reproduire de nombreuses, très nombreuses fois. Peut-être un nombre infini de fois. En tout cas, un très grand nombre de fois. Il est donc possible que l'univers dont nous sommes issus soit très loin du premier. Notre Big Bang n'est peut-être donc pas le point de départ. Le temps de notre cosmos pourrait avoir des ancêtres qui l'ont précédé et des descendants qui lui succéderont quand cet univers aura disparu. Mais il existe une vérité peut-être encore plus profonde sur le temps. Une vérité que nous ne connaîtrons pas, à moins d'accepter qu'elle n'existe pas vraiment. Que ferions-nous sans le temps? Comment garderions-nous une trace des événements dans notre vie sans le rythme régulier des minutes, des jours et des années? Mais peut-être que rien de tout cela n'est réel. Peut-être que le temps n'est rien d'autre qu'un mirage.
C'est la conviction du physicien théoricien Carlo Rovelli. Lorsqu'il était étudiant en Italie, son pays natal, Carlo a été sur les barricades pour protester contre la résurgence du mouvement fasciste. J'étais jeune dans les années 70 et on rêvait tous de changer le monde. On a échoué, on n'a pas changé le monde et c'est pour ça que je me suis dirigé vers la science. Parce que je pensais que c'était un autre moyen de changer le monde et que j'aurais peut-être plus de chances de réussir dans ce domaine-là. Carlo travaille au centre de physique théorique de Lumini, un laboratoire de recherche dans le sud de la France. Mais il continue de briser les conventions. En tant que porte-parole de la théorie du temps thermique, il est le fervent défenseur d'une révolution scientifique dans la physique fondamentale. En bref, selon la théorie du temps thermique, le temps n'existe pas, du moins pas au niveau fondamental de la réalité. L'idée que le temps n'existe pas au niveau fondamental n'est pas si compliquée. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginons qu'on décrive quelque chose qui se produit dans le temps. Comme cette oscillation. Que veut-on dire? On veut dire que quelque chose se déplace par rapport au temps. Mais qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est la position de la main. Ce que nous faisons véritablement ici, c'est que nous comparons ce mouvement à celui des aiguilles d'une horloge. Nous décrivons comment les aiguilles changent dans le temps, mais ce que nous voyons vraiment, c'est que cet angle se modifie par rapport à celui-là. Donc, ne pas parler du temps signifie décrire le monde en fonction de la manière dont les différentes variables changent les unes par rapport aux autres, sans avoir à impliquer ce concept inobservable qu'est le temps. Isaac Newton a introduit l'idée d'une variable t pour temps, afin de décrire le mouvement des objets. Mais la physique quantique ne traite pas le temps comme le système classique de Newton. En fait, avec l'échelle de Planck, la plus petite unité du monde physique, les variables du temps ne fonctionnent tout simplement pas. D'après Carlo, la seule façon de résoudre cette contradiction, c'est de remonter avant Newton et de se débarrasser de la variable t. Il a ainsi complètement reformulé la théorie quantique sans utiliser le temps. Mais attendez la suite. Le plus intéressant, c'est la deuxième partie. Parce que si nous acceptons l'idée que le temps n'existe pas au niveau fondamental, nous faisons néanmoins l'expérience du temps. À nos yeux, le temps passe, n'est-ce pas? Nous vivons dans le temps. Alors, d'où vient cette perception du temps? La réponse, selon Carlo, c'est la chaleur. Quand on ajoute de la chaleur à la matière, des processus irréversibles ont lieu. Des événements qui ne peuvent pas être défaits. Les choses commencent à changer dans le temps. À chaque fois qu'on observe une absence de réversibilité dans le temps, c'est qu'il y a de la chaleur. Le temps est donc lié à la chaleur. L'idée essentielle, ce n'est pas que la chaleur vient du temps, mais que le temps vient de la chaleur. La chaleur relève de la thermodynamique. Et on a compris que la thermodynamique fait partie de la physique statistique. Le temps est donc lié à la physique statistique. Nous ne connaissons pas les moindres détails de la nature. Nous ne la comprenons qu'en moyenne. Nous ne possédons qu'une connaissance statistique. Imaginons que Carlo est un four. Pour mesurer toutes les interactions quantiques à l'intérieur du four, il aurait besoin d'effectuer des milliards de mesures. Mais personne ne peut faire ça. Donc, à la place, Carlo dit que ce four chauffe à 450 degrés. La température est une moyenne des énergies et du nombre incalculable de particules présentes dans un système. C'est ce que nous obtenons quand nous abandonnons l'idée de décrire ce qui se passe dans le monde quantique. Et d'après Carlo, c'est pareil pour le temps. Si on pouvait voir tous les détails du monde, on verrait un monde intemporel d'une certaine manière. On ne ressentirait pas cette chose que nous appelons le temps. Pour Carlo, le temps n'est que l'expression d'une information limitée. Le niveau fondamental de l'univers est intemporel. Mais à de plus larges niveaux de réalité, quand les interactions entre la matière et la chaleur commencent à avoir des effets visibles, c'est là que prend naissance ce que nous appelons le temps. Le temps a commencé quand un système, au lieu de simplement interagir avec son voisin, a interagi avec un grand nombre de systèmes. Le temps a donc débuté quand un système s'est mis à recevoir une information partielle au lieu d'une information complète de son environnement. Le temps a commencé avec notre ignorance et continue de s'écouler grâce à notre ignorance. C'est une vision radicale de notre univers. Mais Carlo n'a jamais craint de défier le statu quo. A-t-il raison? Le temps n'est-il vraiment que l'expression de notre incapacité à comprendre la dispersion de la chaleur? Comme chacun d'entre nous, Faye Docker fait l'expérience du temps qui passe. Elle a été une petite fille, puis une étudiante, et elle est désormais physicienne à l'Imperial College de Londres. Rien n'est plus fondamental dans nos expériences que le fait qu'elles aient lieu dans le temps. Nous sommes conscients du temps qui passe. On a l'impression que le temps s'écoule. Nous pouvons difficilement donner du sens à nos vies en dehors du contexte de certains événements passés qui se sont déjà produits et ne pourront jamais être changés. D'événements futurs ouverts et libres.
qui ne se sont pas encore produits, et de certains moments présents mystérieux et insaisissables qui semblent séparer le passé du futur. Cela semble évident, mais en réalité, cette idée va à l'encontre des plus grandes théories scientifiques sur le fonctionnement de l'univers. La théorie de la relativité nous explique que l'espace et le temps sont inextricablement liés. Le temps à venir existe déjà dans un bloc qu'on appelle l'espace-temps. En passant de la naissance à la mort, nous entrevoyons nos propres traces dans ce paysage figé qu'est l'espace-temps. Mais d'après Fay, l'univers n'est pas un bloc figé. C'est une pile en formation constituée de grains quantiques d'espace et de temps. L'espace-temps nous paraît lisse et continu, mais c'est parce que nous sommes très grands et que nous voyons les choses à une grande échelle. Imaginons un cube solide, disons un morceau de sucre, représentant un morceau de l'espace-temps. De loin, il semble être solide et d'une seule pièce. Mais on sait que si on zoome dessus et qu'on observe sa structure fondamentale, il se divise en réalité en grains. L'idée d'un modèle granulaire de l'espace-temps est similaire. À de minuscules échelles fondamentales, il est constitué de grains et de particules. À de grandes échelles, il semble lisse et continu. Et on ne remarque pas cette granularité. Mais à quel point un grain d'espace-temps est-il petit? Infiniment petit. Approximativement 1 millionième de billion d'un billionième de seconde. Les physiciens pensent que c'est l'unité de mesure la plus petite possible. D'après Fay, l'espace-temps est formé à partir d'un inquantifiable tas de ces incroyablement petits grains, qu'elle nomme atomes de l'espace-temps. Cette théorie marie deux concepts. Celui que l'espace-temps est fondamentalement atomique, ou discontinu, ou encore granulaire à de minuscules échelles, et la notion de causalité, c'est-à-dire le fait que la cause doit précéder l'effet. Par exemple, si j'entends un grand bruit, je vais sursauter et peut-être renverser ma tasse de café. La cause est le bruit, et l'effet est la chute de ma tasse de café. Si, comme le soutient la relativité, tout l'espace et le temps existent déjà, la tasse de café tombera toujours, est toujours en train de tomber, et est toujours tombée. Mais pour Fay, l'univers est un ensemble d'événements en constante évolution. Quand nous observons ces séquences d'événements reliés, ce qu'elle appelle un ensemble causal, nous avons la perception du temps qui passe. Un ensemble causal peut grandir avec l'accumulation de nouveaux atomes d'espace-temps. Et la naissance de ces nouveaux atomes d'espace-temps pourrait être le passage du temps tel que nous le connaissons. Ce que nous expérimentons comme étant le présent serait la naissance de ces nouveaux atomes d'espace-temps. D'après Fay, les vieux atomes d'espace-temps ne meurent pas. Ils s'entassent dans ce que nous appelons le passé. Quant au futur, il n'est pas encore né. Dès qu'un atome d'espace-temps naît et existe, il fait partie du passé. Cela signifie donc que le passé est fixe, qu'il s'est déjà produit et ne peut être changé. Le temps n'est peut-être pas une rivière continue, mais plutôt une pluie d'événements sans fin. Laquelle de ces conceptions du temps est la bonne? Nous rapprochons-nous de l'origine du temps? Nous le saurons bientôt. Dans ce laboratoire, des chercheurs travaillent sur une nouvelle expérience qui pourrait transformer à jamais notre compréhension du temps et de l'univers. Le temps a peut-être commencé avec le Big Bang. Il a peut-être toujours existé, ou il peut naître des billions de fois à chaque seconde. Ce débat pourrait durer des décennies ou se clore à tout moment, parce qu'aujourd'hui, une expérience va peut-être enfin nous révéler la véritable nature du temps. Sur le campus de Berkeley de l'Université de Californie, le professeur Hartmut Effner fabrique un cercle du temps. Un objet qui tournera à la manière de ce disque. Mais tandis que ce cercle métallique lévite grâce à la force électromagnétique, le cercle du temps sera actionné par une fluctuation du temps. Si elle fonctionne, cette expérience prouvera une théorie controversée, que les fluctuations quantiques observées dans l'espace existent également dans le temps.
Nous, les physiciens, aimons les symétries. Et une de ces symétries, c'est l'espace et le temps. On aimerait les traiter sur un pied d'égalité. Donc tout ce qu'on observe dans l'espace, on pense qu'on devrait également le voir dans le temps. Ça simplifierait la description de l'univers, ou du moins, ça le rendrait plus élégant. Le nanotechnologiste Tang Gang Li travaille lui aussi à Berkeley. Il a imaginé l'expérience du cercle du temps. Il en a fait part à Hartmut, expert en capture et stabilisation de particules atomiques. Mais Hartmut a émis quelques réserves. Au début, j'ai pensé qu'ils étaient fous, que c'était une idée ridicule. Mais en discutant, je me suis dit, d'accord, c'est bizarre. Mais ils ont raison. C'est comme ça qu'on doit faire. La manière dont un objet se comporte ne dépend pas de son point de départ. Si on frappe une balle de tennis avec le pied ou avec une raquette, elle va voler de la même façon. Mais pour des objets comme les cristaux, le point de départ fait une grande différence. Avec l'air, tout semble identique. Si je déplace un morceau d'air, rien ne change. Alors que si je prends un cristal et que je le déplace légèrement, on voit vraiment que les atomes ont changé de position. Nous nous attendons à ce que le temps fonctionne comme l'air. Peu importe qu'on frappe une balle de tennis à 13 ou 14 heures, elle se comportera de la même façon. Mais en 2012, un lauréat du prix Nobel, Frank Wilczek, a suggéré que le temps pourrait se comporter comme un cristal. Sur cette électrode, dans un espace de l'épaisseur d'un cheveu, Hartmut et son équipe vont créer un paysage parfaitement statique. Un paysage isolé de l'énergie extérieure. Pour ensuite réduire l'énergie à l'intérieur du système, Hartmut devra protéger et refroidir les ions calcium à quelques milliardièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. La température la plus basse jamais atteinte. Cela va amener les ions en deçà de leur état fondamental, l'état de la plus basse énergie possible. Ce n'est qu'alors que les effets de l'espace pourront être séparés du temps. Imaginez que ces billes soient des ions calcium. On va injecter des centaines de ces ions calcium dans notre chambre à vide. À une température normale, les ions se déplaceraient rapidement dans toutes les directions. Mais si on les refroidit, ils vont former un cercle et ralentir. On peut s'attendre alors à ce qu'à un certain moment, le cercle cesse son mouvement de rotation. Mais si notre théorie est juste, le cercle devrait continuer de se déplacer et de tourner. Un objet à l'état fondamental ne devrait pas se déplacer, car il ne consomme ni ne produit d'énergie. Mais la mécanique quantique nous apprend que zéro ne signifie pas zéro, et que même à l'état fondamental, il existe des fluctuations quantiques. En mécanique quantique, il y a toujours un certain nombre de fluctuations. À l'état fondamental, les objets se déplacent, mais pas dans une direction précise. Ce que nous cherchons à observer, c'est un mouvement dans une direction particulière. La différence, c'est que le mouvement serait dirigé. Pour fabriquer ce cercle du temps, Hartmut et son équipe poussent la technologie existante sur un territoire nouveau et inconnu. Nous voulons piéger les ions sans que rien ne les touche. Et pour cela, on veut utiliser des champs électriques et magnétiques, afin qu'ils restent en place dans le vide, librement. Tout comme cet aimant que j'ai piégé, simplement à l'aide de champs magnétiques. Sans que rien ne le touche, il tourne librement. Le défi suivant consiste à ralentir les atomes jusqu'à les immobiliser complètement. On a besoin de 2 ou 3 ordres de grandeur. On va atteindre une température 100 à 1000 fois plus basse que ce qui a déjà été obtenu dans des systèmes similaires. C'est un sacré défi. Si vous avez l'habitude de courir 100 mètres et qu'un jour quelqu'un vous demande de courir 100 km, ce sera une toute autre histoire. Et c'est ce qu'on s'apprête à faire. D'abord, les ions sont isolés dans une chambre à vide afin qu'ils ne récupèrent pas l'énergie thermique de l'environnement. Une chambre à vide fonctionne comme une bouteille thermos. Dans ce verre, nous avons de la neige carbonique et un peu d'eau. Ce mélange est très très froid. On peut voir ici un espace entre la neige carbonique et l'extérieur du récipient. Ce qui est intéressant, c'est que je peux toucher ce verre sans aucune difficulté. Ce verre semble tout à fait normal. La raison, c'est qu'il y a du vide au milieu. Ce vide isole les deux parties. La partie intérieure, qui est très froide, et la partie extérieure. C'est parce qu'entre les deux se trouve un intermédiaire qui ne conduit pas très bien la chaleur. Le meilleur isolateur thermique, c'est le vide. Et c'est pour cela que nous allons placer nos ions dans le vide. En refroidissant, les ions ne pourront plus qu'effectuer de légers mouvements dans l'espace. Trop légers pour faire bouger le cercle. Mais si malgré tout le cercle des ions se met à tourner, cela signifiera qu'une fluctuation s'est produite dans le temps.
D'un point de vue théorique, on ne sait pas vraiment ce qui va se produire à des températures aussi basses. Certaines personnes disent que le cercle va tourner, d'autres que non. Si le cercle du temps fonctionne, c'est que l'espace et le temps fluctuent tous les deux. Cela pourrait confirmer la théorie de Fedhoeker, selon laquelle l'espace-temps se crée en permanence sous forme de grains quantiques. Au minimum, cela démontrera que l'espace et le temps sont inextricablement liés dans le domaine quantique. Nous observons déjà des fluctuations quantiques dans l'espace, mais nous considérons le temps comme quelque chose que nous pouvons connaître avec précision. Alors qu'en réalité, je préférerais que la mécanique quantique reconnaisse que le temps est flou, pour ainsi dire. Qu'on ne peut pas dire exactement quelle heure il est, mais seulement approximativement, qu'il existe des fluctuations du temps. Je n'ai jamais travaillé en pensant que le temps fluctuait. Mais quand je le verrai, peut-être que cela me paraîtra naturel. Si nous découvrons l'origine du temps, nous répondrons à l'une des plus grandes énigmes de la création. Mais nous découvrirons peut-être également que le temps ne signifie rien pour l'univers. Que le temps n'a d'importance qu'à nos yeux, parce qu'il nous ancre entre nos souvenirs du passé et le mystère de l'avenir.